Bien, Gilles Kepel, bonjour. Bonjour. Gilles Kepel, nous allons revenir, avant de parler de la banlieue, nous allons revenir sur les propos tenus par le ministre de l'Intérieur Claude Guéant, selon lequel toutes les civilisations, toutes les pratiques, toutes les cultures au regard de nos principes républicains ne se valent pas. Et vous publiez, je crois, un éditorial, enfin j'en suis même certain, dans Le Monde daté de demain, qui paraîtra tout à l'heure, n'est-ce pas, Gilles Kepel? Absolument. Et vous expliquez en quoi ces propos vous ont choqué. Mais auparavant, je voudrais vous faire écouter un petit extrait sonore. Marine Le Pen était il y a quelques jours avec les journalistes du site internet Rue 89. Et elle était interrogée sur les civilisations, justement. Et notre confrère de Rue 89 lui a posé la question, est-ce que toutes les civilisations se valent? Eh bien, écoutez la réponse de Marine Le Pen. Est-ce que pour vous, toutes les civilisations se valent ? Ah ben moi je suis extrêmement chauvine, donc je vais défendre la mienne et je vais dire qu'elle est extraordinaire. Mais il y a des civilisations fabuleuses dans l'histoire du monde et d'ailleurs un certain nombre de civilisations qui ont disparu. Les civilisations sont mortelles. Notre civilisation est une grande civilisation, mais elle est périssable. Voilà. La réponse de Marine Le Pen qui n'est pas la même que celle de Claude Guéant. Ça vous inspire quoi, Gilles Kepel ? Oui, elle fait penser un peu à celle de son compagnon, Monsieur Alliot, qui a expliqué après les propos de Claude Guéant qu'il y avait du bon dans toutes les civilisations. Et vous savez, le Front National aujourd'hui, dans les cités populaires, y compris en banlieue et dans les populations d'origine immigrée, est en train de chercher des voies. Et face à la délinquance, par exemple, le Front pense qu'il peut notamment attirer les voix d'un certain nombre de familles qui en ont marre, par exemple du deal ou des choses comme ça. Je l'ai remarqué dans l'enquête dans le 93. Alors, votre enquête dans le 93 nous montre qu'on a besoin absolument que dans notre République, que ces banlieues, ces cités soient représentées à l'Assemblée nationale, au Sénat ou ailleurs. Oui, je crois il y a un déficit de représentation. Je crois que c'est très important, si vous voulez, le débat qu'a enclenché Claude Guéant a un mérite, en tout cas, c'est que, à sa manière, il refait entrer sous le voile, d'une certaine façon, de l'allusion biaisée à l'islam, il refait entrer la question sociale dans la campagne présidentielle. Je crois que comme citoyen de base, si vous voulez, je suis fatigué, comme tous mes compatriotes, par les dissertations d'économie qu'on nous sert chaque matin, et sans qu'on touche les vrais enjeux sociaux, parce que vous l'avez tout à l'heure évoqué, la question des délocalisations par exemple, tout ça, ce sont des choses qui font véritablement, qui angoissent énormément les gens. Alors bien sûr, la crise de l'euro en est une conséquence, mais c'est la question sociale qui est très importante. Or, ce que nous avons aujourd'hui, dans un département comme la Seine-Saint-Denis, c'est une pyramide des âges qui est un peu comme celle qu'on a dans les pays du sud de la Méditerranée, c'est-à-dire beaucoup de jeunes, et des jeunes qui aujourd'hui sont sans emploi, sont pas formés pour entrer sur le marché du travail avec les qualifications qui sont demandées. Vous avez rappelé que Renault délocalisait à Tanger par exemple, et ce dont nous avons besoin, nous, ici en France, c'est une éducation qui permette à des jeunes d'entrer dans des créneaux de haute technologie. Or, on a aujourd'hui un véritable déficit éducatif, notamment dans les banlieues populaires, mais pas seulement dans les banlieues où là il y a des populations d'origine étrangère, y compris pour les jeunes français qui sont eux d'origine provinciale, rurale ou autre. Et je crois que c'est là qu'il y a une véritable question très importante pour le prochain quinquennat, qui ne touche pas à la qualité de l'éducation qui est bonne, mais qui touche un peu à tout l'environnement du système éducatif, à ce qui fait que l'école aujourd'hui est un petit peu tenue à l'écart. Et ça c'est une vraie question. Et je crois que si vous voulez, tout ce qui concerne l'emploi, c'est d'abord l'éducation, et l'éducation aussi, c'est ensuite la représentation politique. Alors Gilles Kepel, vous écrivez dans Le Monde, les exacerbations identitaires fabriquent des communautés fantasmées et soudées dans un rejet de l'autre. Elle se nourrit, l'exacerbation identitaire se nourrit d'un malheur social et d'une désespérance qui touche également, c'est ce que vous disiez il y a un instant, le monde des petites agglomérations rurales où le vote pour l'extrême droite et les conversions à l'islam le plus rigoriste procèdent d'une même logique de rupture. Vous mettez en parallèle le vote pour l'extrême droite et la conversion à l'islam le plus rigoriste. Oui, c'est ce que j'ai remarqué dans ce livre, donc 93, qui paraît chez Gallimard, c'est que, en particulier, un chapitre que j'appelle les tentations du repli, où j'étudie le web, c'est surtout un travail de terrain, j'ai passé un an en Seine-Saint-Denis, mais
mais j'ai aussi regardé sur le web la façon dont les sites identitaires anti-islamiques d'un côté ou anti-souchiens comme on dit, ou ou pro-islamistes radicaux de l'autre, passent leur temps à se battre, si vous voulez, à se construire une espèce de folie les uns contre les autres. Alors en France, ça n'a pas pété en termes concrets pour l'instant, mais en Norvège par exemple, avec l'attentat de Breivik, vous vous souvenez, cet été, ça a donné ça. Le type était un cinglé qui s'était monté le bourrichon à force de lire des sites web contre l'islam, et qui est allé tuer des jeunes sociaux-démocrates parce qu'il considérait que c'était des fourriers d'islamisation. Et vous posez la question, si symbolique, mais on dépasse le symbole. Combien de députés issus des milieux populaires, notre Assemblée nationale, qui représente et symbolise la nation, va-t-elle compter en juin prochain? Combien de parlementaires issus des cités nés français, éduqués ici, dont les familles sont venues il y a 2 voire 3 générations d'Afrique du Nord, d'Afrique noire ou d'ailleurs? Après 1962, le général de Gaulle avait conduit une politique courageuse de promotion des élites issues des Français musulmans. Où en est-on aujourd'hui? On n'est pas loin. Je crois que les partis sont lâches, il faut bien se le dire. Tous les partis politiques. Je crois que les partis politiques ont abandonné ces quartiers, ont abandonné. C'est pas brillant. Le renouvellement ne se fait pas. Et quand je vois, j'étais en Angleterre au colloque franco-britannique il y a une quinzaine de jours, dans la délégation britannique, qui pourtant, disons, représente plutôt l'establishment, si vous voulez. Mais vous aviez un certain nombre de jeunes députés issus, par exemple, une jeune députée bengalaise qui représente l'East End de Londres, qui est issu d'une famille très modeste, père analphabète, qui a été repéré au lycée par le Parti travailliste, qui a ensuite été envoyé à Oxford et qui représente une circonscription mixte où vous avez des gens originaires de l'immigration et des Anglais entre guillemets de souche. Et ça, malheureusement, on en est loin ici. Et je crois que c'est une erreur parce qu'on ne peut pas pouvoir. Alors, quand on pleure qu'il y a du communautarisme, que les gens sont entre eux, qui se replient sur une conception stricte du halal qui fait qu'on ne mange plus avec les autres. Comme on dit en banlieue, on fait le halal, c'est-à-dire qu'on fait le mariage entre musulmans. On est un peu à contrario de ce qu'était la grande tradition de l'intégration française, qui passait par la table et qui passait par le lit. C'est pas pour rien si notre gastronomie et notre érotisme, finalement, ont été notre grand patrimoine. C'est ce qui nous a rendu célèbres à l'étranger. Or, si on voit tous ces replis identitaires, c'est aussi, entre autres choses, parce que on n'a pas à la fois d'accès à l'emploi et qu'on n'a pas de représentation politique. Alors, si on n'a pas de députés qui sont issus des cités, après on va pas pouvoir pleurnicher en disant ils font du communautarisme. Il faut savoir ce qu'on veut. Sinon, c'est les pleurations seront des larmes de crocodile. Et puis on entend les responsables politiques nous dire dans les cités ou dans les banlieues on ne vote pas, et on déplore cette abstention généralisée. C'est pas toujours vrai. Par exemple, à l'élection présidentielle de 2007, il y avait eu une inscription massive sur les listes électorales. Les jeunes avaient voté en grande partie après les émeutes de 2005 pour Ségolène Royal à la présidentielle, et ensuite il y a eu une désaffection, c'est juste. Mais là, dans l'enquête qu'on a menée avec l'Institut Montaigne cette année, on a suivi de très près l'élection cantonale, par exemple, en Seine-Saint-Denis, les élections cantonales, et là on voit que non seulement un certain nombre de jeunes votent, mais surtout, et ça c'est le signe encourageant, c'est que depuis 2008, au niveau des conseillers municipaux et des conseillers régionaux, vous avez effectivement un certain nombre de jeunes qui sont nés en France, éduqués ici, de parents qui sont venus du Maghreb, d'Afrique du Nord et de milieux véritablement populaires, qui commencent à prendre des responsabilités municipales. C'est très bien, mais le véritable enjeu quand même, c'est l'Assemblée, parce que l'Assemblée c'est nous, c'est ce qui nous représente comme peuple français. Le peuple français ne peut pas être représenté par un corps dans lequel il y a systématiquement des gens qui ne sont pas présents. Imaginez par exemple qu'il y ait une décision absurde qui fait qu'il n'y ait pas de chauves à l'Assemblée. Je dis n'importe quoi, mais il n'y a pas de femmes jusqu'à une époque récente. On aurait l'air de quoi? Et nous sommes aujourd'hui le dernier pays européen quasiment à avoir une assemblée qui est aussi peu représentative de ces cités populaires et de ces populations issues de l'immigration. Et si on ne le fait pas, vous avez mentionné le titre 93. 93, c'est évidemment le département, le 9-3. Mais c'est aussi une allusion à Victor Hugo, évidemment. 93, c'était la Révolution. Bien sûr. Victor Hugo a situé à Montfermeil, l'une des villes où j'ai enquêté, Les Misérables. C'est là qu'il y a l'auberge des Thénardier. Mais Les Misérables aujourd'hui, quand vous avez la tuberculose qui renaît dans la cité du Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois, on n'en est pas si loin finalement, malgré les transferts sociaux, malgré la politique de rénovation urbaine qui est formidable. Mais attention, 93, ça veut dire il y a la Révolution, et vous savez, en 1981, en mai 81, Mitterrand a été élu dans la liesse président de la République. L'été suivant,
les banlieues populaires de la région lyonnaise pétaient, et les années Mitterrand, la décennie des années 80, ça a été une catastrophe épouvantable en banlieue. C'était le moment où l'héroïne s'est répandue comme une traînée de poudre, si l'on peut dire, et c'est aussi le moment où les mouvements de réislamisation les plus radicaux, qui étaient les seuls qui allaient dans les caves pour sortir les gars qui allaient en overdose, ont commencé à se développer et se sont construits des espèces de mise à distance de la République, de logique de rupture, et ça, il faut y faire très attention. Je crois que les candidats à la présidentielle doivent réfléchir à la question sociale et la mettre au cœur de nos débats. Merci Gilles Kepel, professeur à Sciences Po. 2 livres donc chez Gallimard 93 et Banlieue de la